Le problème qui se pose à nous, qui essayons de réfléchir les rapports de la science et de la politique, est assez simple. La démarche de la science consiste à faire l'effort de sortir de l'opinion pour nous élever vers la vérité. Et le problème qui se pose est encore plus simple, puisqu'il consiste en ceci: ce qui peut se demander à une intelligence ordinaire, la vôtre, la mienne, peut-il se demander à une intelligence politique? En d'autres termes, le milieu naturel de la politique n'est-il pas l'opinion? Faire de la politique, n'est-ce pas entrer dans le débat des opinions et même entrer dans le combat pour faire triompher ces opinions? Alors, n'y aurait-il pas une réelle difficulté à exiger des hommes politiques ou du monde politique, c'est-à-dire du monde de l'opinion, qu'il se convertit à l'effort pour s'élever vers la vérité? Ne serait-ce pas finalement aussi difficile que de demander à un animal sauvage de se transformer en animal domestique finalement? Chacun sait bien que le milieu naturel est d'une importance capitale et que nul ne peut se transplanter aisément d'un milieu vers un autre milieu. On voit bien cela notamment dans les affaires de transplantation. Le nouveau milieu peut rejeter le nouveau venu comme un organisme peut rejeter et refuser le greffon qu'on lui implante, mais aussi parce que le nouveau venu peut lui-même rejeter le nouveau milieu dans lequel il apparaît et dans lequel on lui impose de vivre, tout simplement parce qu'il ne parvient pas à s'y adapter, quoi. Il y a donc une double difficulté à mêler dans un même discours la parole politique et la parole scientifique. Le milieu scientifique peut, de son côté, rejeter tout simplement le greffon politique. C'est la belle posture de Descartes, dont nous avons déjà parlé, et qui toute sa vie a proclamé qu'il n'avait rien à dire en politique, et que, à ce titre, il ne pouvait qu'être conservateur, celui qui n'a rien à dire, qui ne veut rien changer. Il conserve exclusivement et seulement ce dans quoi il vit. Et voire même il ajoutait qu'il y aurait quelque folie à ce qu'un homme projeta de réformer les institutions politiques. C'est pas tout à fait le travail d'un scientifique. Donc on retrouve d'ailleurs cette sagesse cartésienne chez bon nombre de nos savants qui, comme ils le disent fréquemment, ne veulent pas mélanger les genres. Faire de la science, ce n'est pas faire de la politique. Alors l'autre difficulté est bien évidemment inverse. Elle renvoie au rejet par le nouveau venu, donc par l'individu politique, de son nouveau milieu, le milieu scientifique dans lequel on pourrait lui imposer de vivre. Et ce rejet finalement se manifeste par un refus, c'est-à-dire le refus de se plier aux exigences de ce nouveau milieu. Et la première de ces exigences, comme le note Céline, qui, rappelons-le, a été médecin avant d'être un écrivain, eh bien Céline vous dit la chose suivante: pour faire de la science, il faut être implacable pour ses erreurs et ses sottises. Ses propres erreurs et ses propres sottises. Implacable. Le mot est rude et sonne comme la loi du milieu naturel qu'est la science. Et au-delà de cette loi, nous entrevoyons la qualité première qu'il faut avoir pour survivre dans ce milieu scientifique. Essayons de clarifier cette loi naturelle. Être implacable pour ses erreurs et ses sottises, qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, ça veut dire qu'il faut être disposé pour survivre dans le milieu scientifique, il faut être disposé à lutter contre soi-même, à lutter contre les discours ambiants et les idées reçues. Bref, il faut être prêt, et très rapidement prêt, à reconnaître qu'on s'est trompé. Soit parce que une expérience vient démentir tout ce à quoi on croyait, ou soit qu'on n'arrive pas à surmonter une objection. C'est un peu ce qui est arrivé à un mathématicien allemand, Frege, qui, lorsqu'il lut les travaux de Bertrand Russell, finalement comprit que tout ce à quoi il venait de consacrer 20 ans de sa vie, une théorie sur la proposition, eh bien en fait tombait à l'eau par les derniers travaux de Russell, et il eut l'humilité de le reconnaître et de le dire dans la préface, parce qu'il publia quand même ses travaux, mais il les publia en signifiant qu'ils n'étaient plus d'actualité, ce qui est un geste admirable et mémorable de la science, mais qui montre bien que Céline avait bien compris ça, quoi. Pour faire de la science, il faut être implacable pour ses erreurs et ses sottises. Alors, quelle est maintenant la qualité première que l'on peut repérer pour survivre dans cette loi naturelle? Eh bien, cette qualité première est bien évidemment de ne pas avoir d'ego. Pascal, qui est sans doute le plus grand scientifique de nos philosophes, Pascal avait déposé cela dans une formule admirable quand il nous disait « le moi, l'ego, le moi est haïssable ». Haïssable parce qu'il nous sépare de la vérité. Alors évidemment, nous qui nous intéressons au rapport des sciences et de la politique, on voit immédiatement apparaître une question. Les grands serviteurs de l'État devraient être les seuls à pouvoir s'adapter à ce milieu politique, mais les grands serviteurs de l'État ne sont justement peut-être pas ceux qui se présentent à nous comme des responsables politiques. Derrière ce titre qu'ils s'attribuent, responsable politique, il y a comme l'écho dans leurs paroles d'un ego surdimensionné, parce que finalement nous sommes tous des responsables politiques. Et ceux que nous voyons à la télévision, ceux qui prennent la parole dans l'espace public, ne sont pas plus responsables politiques que le citoyen lambda. En revanche, ils sont des serviteurs politiques. Ils ont décidé de choisir de servir l'État. Ce sont donc des serviteurs. Et tous ceux qui ne s'appellent pas serviteurs montrent qu'en réalité, ils ne sont pas prêts à s'adapter à ce milieu scientifique. Donc évidemment, comment est-ce que l'on peut savoir qui est serviteur et qui ne l'est pas? Eh bien, je crois qu'il suffit de tendre l'oreille, et quand nous l'aurons fait, chacun pour nous-mêmes, nous pourrons faire un pas dans la question de savoir si la fusion du discours politique et scientifique auquel nous assistons aujourd'hui est une réalité ou pas. Donc bon courage à chacun pour cette enquête difficile.